Bonsoir tout le monde. Je suis Rose Michel Smith. J'ai avec moi ma collègue Madame Chantal Asselin. On est deux pour la session 1.5 dans le cadre du symposium. Donc, ce sera un plaisir d'être avec vous. Dans cette session-là, on va plutôt parler sur des sujets qui ont aspect avec Haïti. Donc, rapidement pour me présenter, Rose Michel Smith, docteur en chimie, je travaille à ISTEA et Institut des sciences, technologies et des études avancées d'Haïti en tant que prof régulière depuis 2018. Et je suis également titulaire de la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le développement. Et jusqu'à date, c'est l'unique qu'il y a en Haïti. Voilà. Donc, le titre de ma présentation, c'est la place des femmes dans le milieu éducatif haïtien. Alors, pour commencer, voici le plan de ma présentation. Je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais parler des causes de la faible représentativité des femmes dans l'éducation. Ensuite, ça va être la troisième partie, l'éducation supérieure des femmes et de son impact sur la société. Et je vais finir par une conclusion et des recommandations et quelques perspectives. Pour replacer le sujet dans son contexte, en Haïti, il y a un taux élevé d'analphabètes, entre 40 et 50%. On a pu voir également qu'il y a un nombre important d'enfants non scolarisés, 37% de filles contre 47% de garçons. Donc, on peut voir déjà qu'il y a un déséquilibre. Et puis, il n'y a pas vraiment une politique cohérente et l'application pour, comment je peux dire, pour inverser cette politique-là. Et on assiste également sur un article de Trouillot 2013 qui a une dégradation de l'enseignement, la façon dont c'est fait. Donc, ça n'aide pas non plus à améliorer. Donc, selon une étude menée conjointement entre l'ISTEA et l'UNESCO, le projet SAGA, on a pu voir qu'il y a une faible présence des femmes dans le monde scientifique, environ 28%. Et pour Haïti, on voit qu'il y a 82% des profs qui sont hommes et seulement 18% de profs femmes. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas une sorte d'équité. Et là, en prenant ici à gauche, on a la représentativité des femmes à l'Université d'État d'Haïti et à droite, on a la représentativité des femmes dans deux centres universitaires privés. Donc, on peut voir, alors en violet, c'est la présence des femmes, et puis l'autre couleur à côté, c'est les femmes. Pardon, en violet, c'est les hommes, et l'autre couleur, c'est les femmes. Donc, on voit bien la grande différence que les femmes sont très peu représentées. Et quand on regarde dans deux centres universités privés, on peut voir que voilà, c'est le même cas de figure. Donc, les femmes sont très peu représentées par rapport aux hommes. Donc, maintenant, pour mieux comprendre, on était allé un peu plus loin. On a pu voir que il y a une sorte de mixité hiérarchisée dans le milieu universitaire. Ça veut dire, dès qu'on commence à monter en cycle supérieur, donc on voit de moins en moins les femmes. Et selon la Constitution haïtienne, et on exige seulement 30%. Donc, le quota n'est que 30%. Déjà, de la loi, il y a une sorte c'est pas, je veux dire, il n'y a pas, ça ne prône pas vraiment l'équité entre les hommes et les femmes. Et les femmes sont souvent orientées vers des filières traditionnelles de genre comme les sciences infirmières, l'école normale, l'instituteur. Donc, les femmes ne sont pas vraiment orientées vers tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Maintenant, quelles sont les causes de tout ça? Donc, au niveau, on a pu regarder, j'ai essayé de regarder au niveau scolaire et au niveau universitaire. Alors, au niveau scolaire, alors c'est dû par rapport aux conditions d'existence, par exemple. Donc, on se dit, ouais, les hommes sont supérieurs par rapport aux femmes. C'est ce que disent des gens. Et alors, on pense que toujours que les femmes sont plus faibles. Après, il y a les inégalités sociales et culturelles. Par exemple, dans les familles, les femmes restent à la maison, font beaucoup de tâches domestiques, alors que les garçons, on les pousse beaucoup plus à l'école. Il y a la précarité économique. Donc, une famille qui a une fille et un garçon,
s'il y a un souci économique, on va plutôt pousser l'enfant qui, je veux dire le garçon, mais la fille va rester plutôt, allez, on peut faire 1 à 2 années rester à la maison. On se dit, tu auras le temps d'y aller, mais on pense que le garçon pourra peut-être, après une bonne éducation, pourra peut-être revenir et financer la famille. Donc, tout ça, c'est des conditions. Et puis, il y a tous les stéréotypes liés aux gens et dans la société. Donc, les hommes peuvent faire la science, les femmes non. Donc, tout ça, c'est des causes pour la faible représentativité des femmes dans le niveau scolaire. Maintenant, au niveau universitaire, le rapport de pouvoir. Donc, on verra plutôt au terme, quand on arrive dans le statut de gouvernance, il y aura plus d'hommes au timon des affaires. Les femmes, c'est souvent, si on a un ami, c'est souvent par piston, genre, même s'il y a des concours, mais il faut connaître quelqu'un, il faut être dans le gouvernement. Donc, il y a ces genres de choses qui ne favorisent pas. Et il n'y a pas une promotion déjà pour les femmes. Et puis, il y a les rapports de domination, les rapports sociaux de sexe ordinaire. Et sans compter la non-scolarisation des femmes déjà au départ au niveau scolaire, ce qui fait que les femmes ont du mal à arriver un peu plus haut. Les stéréotypes sexistes, la persistance de la culture et l'absence d'une politique d'université intégrant des perspectives de genre. Donc, on ne fait pas vraiment la promotion des femmes. Maintenant, c'est quoi l'impact de l'éducation supérieure des femmes dans la société? Alors, on pense que l'accès à l'éducation des filles a un impact considérable sur la santé des enfants parce que, je veux dire, une femme, mère au foyer qui est bien formée, qui a un métier, s'occupe mieux de ses enfants. Non seulement c'est un atout pour l'économie de la famille, et aussi ça permet l'accroissement de la productivité et améliore les conditions de la vie pour tous, pour tout le foyer. Augmentation du revenu familial, report de l'âge du mariage. Je veux dire, les femmes de carrière, en général, on peut voir qu'elles ont des enfants très tard parce qu'elles prennent en compte tout ça, à quel moment je vais avoir un peu de temps pour faire un enfant. Donc, tout est calculé à l'avance. Alors, quelqu'un qui n'est pas trop avancé en éducation, ben, on a 2, on a 3. Et en Haïti, on a une tendance à dire que, genre, les enfants, c'est... Alors, on dit en créole, Simone, c'est bien malheureux. Ben, en français, on peut traduire ça. Autant d'enfants qu'on a, on va avoir beaucoup d'argent après parce qu'on pense que ces enfants, quand ils vont devenir grands, ils vont financer la famille. Bon, ça, c'est la culture haïtienne. Et enfin, on voit que les femmes éduquées adoptent des pratiques et un mode de vie réduisant les risques pour la santé, de même au regard des questions liées aux pratiques sexuelles. Donc, les femmes éduquées, ben, elles sauront qu'elles doivent se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et aussi elles peuvent pratiquer le planning familial. Donc, tout ça, ça permet, je veux dire, ce n'est pas sans impact pour la société, c'est bien aussi pour le développement personnel et le développement du pays. En termes de conclusion, on voit l'importance de la conception et l'élaboration d'une politique sectorielle d'équité et d'égalité qui s'inscrit dans une vision inclusive et un cadre général de réforme de l'université avec des objectifs et des indicateurs clairement identifiés. Ensuite, la formation des professeurs devrait représenter une des premières des préoccupations autorités universitaires et les déterminer à prendre certaines initiatives telles que les bourses d'excellence, genre pour pousser les femmes qui sont bien à aller un peu plus loin, pour avoir certains modèles pour les autres femmes, pour qu'elles soient plus intéressées et genre, une fois qu'elles ont des modèles, ça va, comment je peux expliquer ça? Ça va inciter d'autres à suivre le même chemin. On peut donner des primes à la recherche, les formations au cours d'emploi, les prix pour les publications, etc. Donc, c'est dans cette même perspective qu'a pris naissance la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le Développement, dont je suis la titulaire, dont l'objectif également est d'accroître la présence des femmes dans les domaines scientifiques, tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une faible présence des femmes dans ces domaines-là. Tout ça par l'intermédiaire des campagnes systématiques et d'activités structurantes de sensibilisation à tous les niveaux du système éducatif haïtien en vue de leur participation pleine et entière à la recherche scientifique et au développement du pays. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue Chantal Asselin pour la suite. J'arrête le partage, je vous donne la main. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rose Michel. Je dois aussi souligner que Rose Michel est la toute première détentrice d'une chaire de recherche de l'UNESCO en Haïti.
Alors, félicitations encore, Rose Michel. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Merci. Alors, Ouais. sans plus tarder, je vais enchaîner avec la présentation. Alors, comme je vous disais, mon nom est Chantal Asselin. Je suis chargée de cours à l'UQAR en éducation et j'ai fait mon doctorat en éducation à l'UQAM et je suis aussi chercheur à la CRID à l'Université Laval et je suis sur le comité exécutif de la chaire de recherche de l'UNESCO DCMET, que vous connaissez très bien maintenant, ainsi que consultante pour diverses organisations et ministères du gouvernement au Québec. Alors, dans la même lignée que Rose Michel, nous allons parler aujourd'hui d'une subvention de recherche que Mme Marie-Alexandre, professeure à l'UQAR en enseignement en formation professionnelle, et moi-même avons reçu du ministère des Relations nationales et de la francophonie du Québec pour développer la formation professionnelle et en même temps la compétence technologique et l'égalité des genres. Donc, il s'agit d'un partenariat entre deux universités, entre le Québec et Haïti, pour développer l'enseignement de la formation professionnelle dans une visée d'équité des genres, de donner de l'autonomie aux femmes, confiance en elles et surtout une autonomie financière. Alors d'abord, l'UQAR est la seule université au Québec qui donne le baccalauréat en enseignement en formation professionnelle totalement en ligne. L'Université Roy-Henri-Christophe, située à Cap-Haïtien, au nord du pays, est une université où on enseigne plusieurs programmes et avec laquelle je travaille comme professeur associé depuis quelques années en enseignement au master en éducation. Et nous sommes arrivés à un constat de certains besoins en développement durable, en éducation cycle et en enseignement en formation professionnelle. Alors, la visée de ce projet, c'est de former des enseignants en formation professionnelle en utilisant le laboratoire Paramètre. Le laboratoire Paramètre, a été fondé, conçu et développé par la professeure Marie-Alexandre de l'UQAR. Et d'ailleurs, elle a obtenu le trophée du numérique en 2018. Je vous présente très brièvement le laboratoire des métiers.com, autant populaire au Québec que très bientôt en Haïti. Alors, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur Paramètre, laboratoire des savoirs de métiers en formation professionnelle. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout visiter, mais au moins, on a le temps de regarder certaines composantes que nous allons utiliser lors de la formation à l'Université Roy-Henri-Christophe, qui se fera soit en ligne, ou si la pandémie s'est un peu passée, peut-être pourrons-nous aller la donner au mois d'octobre au Cap-Haïtien. Alors, d'abord, ce laboratoire présente les guides didactiques et le processus de raisonnement des métiers de 4 métiers. Bien entendu, notre souhait du plus profond du cœur est de pouvoir développer les guides didactiques et le processus de raisonnement de métiers de d'autres métiers, bien entendu. Alors, ici, on trouve le machiniste, l'infirmier, infirmière auxiliaire, mécanicien, mécanicienne, soudeur, soudeuse.
il faut aussi signifier que même au Québec, pas seulement en Haïti, on a beaucoup encore de professions un peu des chasses gardées pour les hommes. Très peu de soudeuses, monteuses travaillent au Québec, mais on en a quand même quelques-unes de plus en plus. Alors, si je clique, par exemple, sur le guide didactique de soudeur-monteur, alors, vous avez 80 pages pour vous renseigner, pour les enseignants en formation professionnelle, pour trouver certaines stratégies ou les compétences du programme de formation du ministère de l'Éducation ont été utilisées pour bâtir tout ce qui comporte un métier, c'est-à-dire les composantes métiers, mais aussi les composantes santé et sécurité. Hein? Alors, on peut, à partir de tous ces procédés-là, être capable de développer un programme pour enseigner le métier, mais enseigner aussi comment enseigner. Tous les éléments de pédagogie, tous les éléments de didactique, pour être capable de former des enseignants qui vont former à leur tour des apprenants, qui vont connaître autant comment pratiquer leur métier que les règles de santé et sécurité pour se protéger, surtout dans ces métiers-là où la sécurité physique a une dimension. Alors, j'arrive ici dans le processus de raisonnement de métier. Je clique sur le métier qui m'intéresse, soudeur, monteur, soudeuse, monteuse, et on trouve le schéma du processus de raisonnement de métier. Alors, toutes les activités clés et les actions que vous voyez exposées ici, tout ça a été étudié, analysé à partir, entre autres, des compétences qui sont ciblées dans ce programme par le ministère de l'Éducation. Donc, chaque a des activités clés et chaque activité clé de chaque métier rassemble les actions principales que la personne qui pratique ce métier doit maîtriser à un niveau débutant, intermédiaire ou jusqu'à l'expertise. Alors, vous avez, par exemple, l'activité clé d'interprétation de plans, de devis et de procédés qui comporte deux actions principales. D'abord, être capable de décoder des symboles, de distinguer, différencier les procédés de soudage et de sélectionner l'équipement, le matériel. La deuxième activité clé, préparer des pièces, va demander à la personne de distinguer les propriétés de chaque métal, choisir et appliquer différentes méthodes de préparation, nettoyer les pièces et s'assurer de la manutention des matériaux. Alors, chaque matériel doit être manipulé avec soin et de différentes techniques selon son poids, etc. Alors, si je reviens au soudeur-monteur, je vous présente l'activité clé, interprétation des plans. La première action, être capable de décoder des symboles. Je peux choisir ensuite le paramètre de sécurité, de métier et de conformité. Je choisis de métier. Aujourd'hui, on va se concentrer de cliquer, je vais aller voir, et vous avez, dans le programme de soudeuse-monteuse, vous avez une femme aussi qui enseigne le métier de soudeuse-monteuse. Alors, c'est bien pertinent pour avoir un exemple. Là. Ce sont des vidéos que nous allons utiliser dans le cadre des formations qu'on va donner au mois d'octobre. Au mois d'août, il y aura une grande conférence générale pour inviter
les gens à participer à nos formations du mois d'octobre. Et cette conférence-là va porter sur le site, bien sûr, laboratoiredesmétiers.com et sur les compétences durables. Alors, on va parler dans les conférences, 4 couleurs pour 4 conférences, de la profession enseignante, les savoirs de métier, le savoir-faire et le savoir enseigner, des métiers non traditionnels pour accroître la confiance en soi et l'autonomie financière des filles et des processus de raisonnement de métier dont je viens brièvement de vous parler et bien sûr les approches pédagogiques et didactiques pour enseigner ces métiers. Alors, le laboratoire Paramètre présente ou offre le soutien didactique, pédagogique, numérique qui aide à développer la compétence numérique, qui fait partie du référentiel des compétences enseignantes et bien sûr promouvoir la langue française. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter Madame Alexandre, la conceptrice du laboratoire des métiers.com. Merci.